Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule. Un peu de délai depuis la troisième, je dois vous avouer. Ça fait quelques semaines que j'y pensais. Je me disais, bon, ben, il faudrait que je continue pour mes abonnés. Je vous remercie, c'est plaisant. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont décidé de s'abonner à ma chaîne. Tant mieux. Je ne veux pas devenir une vedette, mais en même temps, je me dis que plus on va renseigner les gens, mieux ça va être. Puis, petit aparté, depuis un certain temps, là, on voit apparaître je dirais pas des nouveaux reportages, c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes critiques qu'on a envers les véhicules électriques par rapport à l'autonomie, par rapport à l'utilisation, par rapport à la pollution que ça crée, puis que finalement, c'est pas une solution, tout ça. Écoutez, ça fait depuis 2014 que je suis dans le domaine et ça fait depuis ces années-là que je les entends. Même avant que je veuille m'acheter un véhicule électrique, quand j'en parlais autour de moi, c'était exactement les mêmes choses que j'entendais. Donc, un petit peu bizarre que l'éducation se fasse pas un peu plus rapidement, là, mais en tout cas. Donc, mon but est d'éduquer les gens. Donc, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de dégradation de batterie. Donc, une batterie, lithium-ion, ou n'importe quelle structure de batterie, n'importe quelle chimie de batterie, je devrais dire, se dégrade. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, vous voyez, je vais vous parler d'expertise, la composition d'une batterie lithium-ion, ou d'une autre batterie aussi, ça se ressemble, la dégradation de cette batterie-là et les conseils que je vous donne. Donc, je vais aller fermer mon visage. Et avant que je débute, donc justement, euh, ce que je veux vous dire, c'est qu'en tant que tel, les conseils ne viennent pas de moi. Je vais vous montrer ici. Donc, si vous allez sur mon blog, donc sur la page de verslavenir.net, vous faites barre oblique blog. J'avais déjà écrit là, un article qui date, je pense même de 3 ans. Là, ça date un petit peu. Donc, une batterie, ça se dégrade. Et des fois, les gens demandaient des questions par rapport à la dégradation de batterie et je partageais ma publication. Et j'aurais de nombreuses critiques. Donc, les gens pensaient presque que c'était moi là, qui était devenu l'expert en batterie, alors que c'est réellement pas le cas. Donc, ma capsule d'aujourd'hui, en tant que telle, c'est les renseignements que j'ai pris un peu partout. Et moi, je me fie beaucoup. On va fermer cet onglet-là. On va aller mettre ça en plein écran, ça va être plus intéressant. Donc, je me fie à ce monsieur. Donc, ce monsieur qui s'appelle Jeff Dawn. Donc, qui est Jeff Dawn? Donc, premièrement, c'est un professeur qui est à l'université de Dalhousie. Donc, vous le voyez, on dit ici, là, c'est sur la page de l'université. Donc, on dit, il est reconnu en tant qu'un pionnier, un développeur des batteries lithium-ion qui sont utilisées maintenant dans les ordinateurs, dans les téléphones cellulaires, tout ça. Donc, il est l'auteur plutôt de publications qui sont des publications référées. Donc, vous comprendrez qu'un professeur d'université ne peut pas arriver puis écrire à peu près n'importe quoi. Il pourrait, oui, toujours. Il pourrait toujours arriver avec des choses qui ont aucun rapport, là, comme on va dire en bon québécois. Et ça serait pas long que quelqu'un qui a autant de connaissances que lui pourrait défaire complètement sa publication. Donc, des publications, vous savez, comme vous et moi, là, justement, là, moi, la publication que j'ai faite ou encore la vidéo que je fais présentement, bon, ben, je le laisse au gré des gens qui pourront aller voir qu'est-ce que je dis, mais c'est sûr que si j'étais un scientifique reconnu, j'allais publier une recherche que j'ai faite, là, c'est pas mes opinions, c'est pas des choses que je trouve un peu partout sur Internet. Admettons que je prenne une publication par rapport à une recherche que j'ai faite, puis que dans mes éléments de recherche, il y aurait des choses qui seraient vraiment pas bonnes. Ben, dites-vous que ce serait pas long que je me ferais carrément débâtir. Donc, 640 publications qui ont été revues là, dans des publications scientifiques. Il est aussi le co-inventeur de 65 inventions qui sont brevetées ou qui vont l'être bientôt. On va en parler un petit peu plus tard. Donc, Monsieur Don est né au Connecticut en 1957. Il a immigré en Nouvelle-Écosse au Canada en 1970.
Donc, était bac en physique de l'Université de Dalhousie. Il a fait son doctorat à l'Université de la Colombie-Britannique en 1982. Et il a même travaillé au Centre national de recherche canadien entre les années 82 et 85. Et Molly Energy Limited, là, j'ai pas vérifié qu'est-ce que c'était, donc de 85 à 90. Et il est revenu à l'Université de Dalhousie en tant qu'enseignant en 1996. Donc, je crois que c'est quelqu'un qu'on peut appeler un expert. Donc, ceci étant fait, et pour ceux qui auraient des commentaires à faire, j'aurais même pu vous donner, il me semble que je l'ai ici, elle est-tu là? Non, elle n'est pas là. Mais vous pourrez aller voir sur l'Université d'Alousie, là, sur sa page, vous avez son courriel. Donc, s'il y a des choses que vous pensez que je dis qui sont vraiment pas bonnes, là, qui n'ont aucun rapport, ben, prenez pas la peine de m'écrire à moi, j'ai pas les connaissances pour vous répondre si c'est trop pointu. Euh, Allez lui écrire tout simplement, puis il vous dira si vous êtes correct ou pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans une batterie? Donc, on a l'impression souvent qu'une batterie, c'est quelque chose qui est unique. Donc, dans l'ensemble, veut dire que la batterie dans l'auto est comme un bloc où il y a une chimie, il y a un pôle, donc ce qu'on appelle une anode et une cathode, donc le positif et le négatif, puis que ça finit là. Alors, ce que c'est pas le cas du tout, donc vous voyez, on a une cellule. Donc ici, on a donné une cellule comme une batterie ronde, là, ce qu'on voit des fois avec des batteries 2A, 3A, tout ça. Donc, surprenez-vous pas, parce que oui, dans certaines batteries, c'est exactement comment la cellule est faite. Dans d'autres batteries aussi, c'est un espèce de contenant, là, je vous dirais, ce qu'on appelle en anglais un pouch, donc une espèce de pochette. Euh, J'aurais pu aller chercher des photos pour vous le montrer, là, mais là, je ne l'ai pas. Donc, on assemble cette cellule-là dans un module. Donc, on met des batteries qui sont ensemble. Donc là, vous comprendrez qu'ici, pour partir d'une cellule de 0,1 kWh, et on doit mettre plusieurs cellules ensemble pour faire un module de 1 kWh. Et ces modules-là, ensuite, sont assemblés dans un pack de batteries. Et là, le pack de batteries, on va le voir un petit peu tout de suite après, là. Donc, qui inclut donc, plusieurs modules. Vous allez avoir aussi le système de gestion électrique et le système de gestion thermique. Donc, voici de quoi a l'air un pack de batteries une fois qu'il est assemblé dans un véhicule. Donc, on voit, vous voyez là ici, là, ça c'est vraiment les cellules de batterie qui sont ensemble. Donc, les modules qui sont ensemble. Par-dessus, vous allez avoir le système de contrôle de la batterie, ce qu'on appelle en anglais le BMS, qui est le Battery Management System. Qu'est-ce qui fait ce système de contrôle électronique? C'est qu'en tant que tel, c'est lui qui gère la recharge et la décharge. D'accord? Donc, des fois, les clients m'appellent et me disent comment ça se fait que ma batterie est à 90% ou à 80%, puis que j'ai tant d'autonomie, puis là, ma recharge n'est pas aussi rapide, puis ce qu'on a vu là, dans les capsules avant, donc pour la recharge à domicile et la recharge sur la route, bon, mais c'est ce module-là qui gère tout ça. Donc, exemple, si votre batterie est pleine à 100%, vous partez le matin, c'est normal que vous n'ayez pas de la régénération parce que la batterie est pleine. Donc, le système de contrôle électronique, lui, dit wow, attends une minute, là, quand même que le moteur qui est en arrière veut m'envoyer de l'énergie, ben, je vois que la batterie est pleine, c'est comme un verre d'eau, là, je ne peux pas le remplir, il est déjà plein. Donc, c'est lui qui fait ça. Aussi, lorsque vous arrivez sur la recharge sur la route, donc avec les recharges rapides, là, on va pas passer directement par le contrôle électronique de la batterie. Ça va être avec la recharge rapide. Donc, dans les recharges, dans les recharges rapides, il va y avoir un module qui va faire un peu la même chose, qui va contrôler la recharge. Mais le système de contrôle de batterie, lui, quand même, là, il va toujours vérifier ça. Et en même temps, si vous avez, tout à l'heure, on parlait de batteries qui sont pleines, si vous avez une batterie qui est presque vide, on avait vu que les vitesses de recharge par rapport à la tension, tout ça, donc c'est un peu la même chose. Pendant que vous roulez, donc je viens de le dire, il n'y aura pas de régénération lorsque votre batterie est pleine. Et si votre batterie est pratiquement vide, ben c'est encore le BMS, donc le système de contrôle de la batterie, qui va freiner la puissance qui est donnée au moteur pour justement essayer de prolonger l'autonomie. Donc
Donc, lui, il va voir, bon, ben, rendu à 20%, c'est le temps que je commence à donner moins de puissance au moteur. Quand même que quelqu'un voudrait faire une accélération rapide, il n'y aura pas la pleine puissance parce que la batterie est trop basse. Donc, le système de gestion de contrôle de la batterie est excessivement important. Vous avez aussi, bien sûr, le système de refroidissement. Donc, maintenant, là, je vous dirais que depuis un certain temps, les véhicules ont tous ce système-là. La Leaf de Nissan ne l'a toujours pas. L'ancienne version ne l'avait pas. La nouvelle, ils ne l'ont pas mis aussi dedans. La Volkswagen Golf, donc on peut dire là, que les prochains véhicules, on sait que la Golf ne sera pas reconduite, probablement que la Leaf non plus, avec le lancement là, du Nissan Ariya. Donc maintenant, ils ont des systèmes de refroidissement. Donc vous avez la cellule, puis on va le voir aussi que c'est très important. La cellule de batterie, ce qu'elle n'aime pas, c'est la chaleur, donc la chaleur environnante, et aussi la chaleur qui est générée lors de la recharge. Donc ça lui prend un système de refroidissement, un peu comme le moteur thermique. Si vous n'aviez pas de Prestone dedans, ben, c'est sûr que vous auriez des problèmes. Donc, maintenant, allons voir justement la dégradation et par rapport à la recette. Donc, la recette, chaque manufacturier a une recette qui est différente. Donc, les recettes là, qui étaient faites par Panasonic, qui étaient dans les batteries des Tesla. Maintenant, Tesla a son propre système, mais au début, c'était Panasonic là, qui leur envoyait des batteries. Ils en font encore pour certains modèles, mais les nouveaux modèles 3, tout ça, la Y aussi. Donc, c'est Tesla maintenant qui a les batteries. Donc, Panasonic utilisait un procédé cobalt-aluminium avec du nickel. Tesla, maintenant, a une nouvelle batterie qui semble excellente, donc lithium fer phosphate. C'est sûr que dans la batterie nickel-cobalt-aluminium, vous comprendrez qu'il y a toujours du lithium. Mais ici, on prend du lithium avec du fer et du phosphate, tout simplement. La société LG avait un système de lithium polymère. Donc, tout à l'heure, je vous parlais là, des cellules de batterie qui étaient faites soit rondes, comme on a vu que Panasonic utilisait et Tesla utilise. Donc, eux autres, c'était plus avec un système de pochette, donc avec des polymères à l'intérieur. Samsung SDI qui utilise du nickel, du cobalt et du manganèse. En passant, vous voyez ici cobalt pour Panasonic, cobalt pour Samsung, mais ça va devenir un élément qui va être de moins en moins utilisé pour toutes sortes de raisons. Donc, premièrement, il y a les raisons politiques. On sait que le cobalt est principalement présent en République démocratique du Congo. Et ils ont pas beaucoup de choses de démocratiques. Là. C'est peut-être pour ça que le pays s'appelle comme ça, un peu bizarre. Et les deux autres ici, ainsi que ASEC, avaient du lithium oxyde, donc pas de cobalt dedans. Les nouvelles Tesla ont du lithium fer phosphate, donc pas de cobalt. Je crois qu'il y en a quand même un peu dans le système de LG. Là. Je ne peux pas m'assurer à 100%. J'aime mieux pas vous dire des choses là, que j'ai pas pu vérifier. Donc, vous voyez les nouvelles, les différentes chimies. Et est-ce que la chimie faisait une différence? Ben oui. Un peu comme en cuisine, des fois, que quand j'arrive pour faire des choses que j'ai pas l'élément exactement de ce que je prends dans ma recette, je peux me dire, ah, je vais prendre ça à la place, mais je me ramasse que ça goûte pas tout à fait la même chose. Donc, c'est un peu la même chose pour les batteries. Et je vous dirais que dans les meilleurs, au début, c'était Panasonic qui faisait probablement les meilleures batteries. Tesla semble faire une excellente batterie aussi. LG, ben là, on le sait, mais c'est pas nécessairement à cause de la chimie de la batterie, mais il y a eu quelques problèmes. C'était plus dans l'assemblage. Samsung aussi a eu un peu les mêmes problèmes. Et les pires étaient celles qui étaient faites par la compagnie AESC. C'était les batteries là, qui étaient justement dans les livres, mais en même temps aussi, il n'y avait pas de gestion thermique. Donc, c'était pas les meilleurs, mais vous allez voir à la fin, je vais faire une conclusion. Là, j'en ai reparlé justement parce que j'ai eu une présentation avec le docteur Down, donc le professeur Down plutôt, et on pouvait lui poser des questions. Donc, il a donné beaucoup d'informations intéressantes là-dessus. Donc, comment on mesure la dégradation? Donc, on mesure la dégradation, on dit par l'effet coulombique. C'est quoi l'effet coulombique?
Ben, c'est tout simplement, on recharge une batterie et lors de la décharge, donc on va vérifier le voltage. Est-ce qu'on a exactement la même chose qu'à la recharge? Si on n'a pas la même chose, donc on peut voir que bon, ben, il y a une certaine dégradation. Là, vous comprendrez que pour mesurer ça, lorsqu'une batterie est neuve, c'est dans des pourcentages minimes. C'est vraiment minime. Et justement, tout à l'heure, je parlais du professeur Down qui était l'inventeur de 65 inventions qui a été brevetées. Parmi celles-ci, il a justement fabriqué, donc il a inventé des instruments de mesure pour pouvoir mesurer ça, l'effet coulombique. Et il faisait un peu comme vieillir la batterie. OK? On ne voulait pas attendre au bout de 10 ans pour dire, bon, ben, finalement, telle batterie était moins bonne qu'une autre. Donc, on voulait le savoir à l'avance. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils faisaient vieillir, donc en surchargeant les batteries. Ils ne les mettaient pas avec des systèmes BMS. Il n'y avait pas de gestion thermique, tout ça. Donc, on essayait vraiment de mettre la batterie là, dans des conditions qui n'étaient vraiment pas optimales pour elle. Et ensuite, on mesurait l'effet coulombique. Donc, on rechargeait la batterie et on déchargeait la batterie, puis on pouvait vérifier la différence. Donc, ce qu'il a constaté, donc, c'est lorsqu'on recharge une batterie, donc une cellule de batterie à 80%, qui équivaut normalement aux environs de 4,5 volts, le nombre de cycles, donc vous le voyez là, est extrêmement différent avec une batterie qu'on rechargeait souvent à 90% et beaucoup plus qu'une batterie qu'on rechargeait à 100%. OK? Euh, donc là, vous allez me dire, oui, mais il y a quand même 450 cycles ici et il y en a 850 ici. Donc, est-ce que moi, je veux utiliser mon auto assez longtemps pour que ça fasse une différence? Donc, on va en parler un petit peu plus tard. Là. Vous allez voir qu'est-ce qui devient important là-dedans. Mais je voulais quand même que vous compreniez que plus on recharge une batterie souvent prête sa possibilité là, à 100%, bien c'est sûr que le nombre de cycles que la batterie va réussir à faire est beaucoup moins. Là, je sais aussi qu'il y a des gens qui me disent oui, mais c'est jamais chargé à 100%. Lorsque l'auto me dit que je suis à 100%, en réalité, je suis à 95%. Oui, vous avez raison, mais si vous extrapolez, donc entre 90 et 100, ça veut dire que si vous rechargez à 100%, et qu'en réalité vous êtes à 95, vous allez arriver ici qui me donne un petit peu plus que 600 cycles. Et vous voyez que à peine 90%, donc 10% de moins, je passe à 850 cycles. Et si je baisse d'un 10% additionnel, donc pas 850 mais plutôt 900, je vais atteindre environ, je vous dirais, près de 1600 cycles, un peu plus que 1500. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la batterie? Il se passe ceci. Donc, dans une cellule de batterie, vous avez d'un côté le collecteur qui est en cuivre. De l'autre côté, on a un collecteur qui est en aluminium. Le collecteur en aluminium, normalement, vient, pas normalement, mais toujours, et du côté de la cathode. Et de l'autre côté, le collecteur en cuivre et du côté de l'anode. Et là, vous avez entre les deux, donc, un agent qui va faire la liaison là, des deux côtés. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, à l'intérieur de la cellule aussi, vous avez des électrolytes, donc c'est un électrolyte plutôt. Donc c'est un composé chimique qui est à l'intérieur de la batterie. Et justement, il y a encore là différentes recettes. Le professeur Downs s'est employé justement à évaluer quelle chimie d'électrolyte était les meilleures pour les batteries. Là. C'est là-dessus qu'il s'est mis à travailler en premier avec 3M, la compagnie 3M, qui, oui, fait des batteries là, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et maintenant, il est à l'emploi de Tesla. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez une dissolution du cuivre à l'intérieur de la batterie, donc au travers des électrolytes. Et ça va aller se condenser, donc ça va aller s'agripper là, sur l'anode. Vous avez aussi l'anode elle-même. Donc vous comprendrez qu'à la mesure atomique, la surface n'est pas immensément plane, immensément parfaite. Donc il y a toujours des choses qui ne sont pas parfaites. Donc il va y avoir une dissolution même de l'anode. Donc c'est ce qu'on voit ici, là, la partie où elle est ouverte qui va faire qu'on va avoir des amoncellements. On va avoir des amoncellements
parce que la cathode, elle aussi, se défait. Donc, c'est toute l'anode qui ramasse d'un côté. Là. Donc, vous voyez là, les flèches qui sont ici. Elle ramasse tout. Là. Donc, on va avoir des particules qui vont venir s'agripper. Il va y avoir des particules de métal par la dissolution de la cathode qui vont aller de l'autre côté. On va avoir structural disordering, donc un désordre structurel de la cathode. Il va y avoir une partie du collecteur d'aluminium qui va se défaire et qui va encore dans l'électrolyte. On va avoir ici, donc vous voyez, particle cracking, donc des particules qui se défont. Un film qui se fait sur la cathode aussi. Entre les deux, on a un séparateur, mais c'est un séparateur qui est pas qui est plus veut pas, laisse passer les ions. Là. C'est ce qui fait une batterie. Donc on part d'un côté, on s'en va de l'autre. Et là, vous le voyez ici, là, on va avoir ce qu'on appelle de la dendrite qui va s'accumuler sur le côté de l'anode. Puis, à longue échéance, ben, ça pourrait faire que la dendrite va faire que la cathode et l'anode vont communiquer carrément ensemble. Le rendu là, la batterie, il ne reste plus rien qu'à la défaire puis à la recycler, il n'y a plus rien à faire avant. Donc, l'effet coulombique, c'est justement ça. Donc, à cause de la dégradation structurelle des éléments à l'intérieur de la batterie, à l'intérieur de la cellule, et la décomposition des matériaux, fait que d'un côté, donc, les ions positifs et négatifs, donc d'un côté et de l'autre, voyagent moins bien. Donc, vous envoyez des ions d'un côté, quand ils reviennent, ben, il n'y en a pas autant qui reviennent, donc c'est ce qui fait la différence. Donc, la batterie fait qu'à longue échéance, ben, on n'est plus capable d'avoir le même nombre d'ions, donc le même pourcentage d'ions qu'on avait au début. Donc, on avance. Donc, quoi faire? Donc, premièrement, une batterie, qu'est-ce que ça n'aime pas? Ça n'aime pas la chaleur. Tout à l'heure, je vous parlais des anciennes batteries de Volkswagen e-Golf et de la Nissan Leaf, donc il n'y avait pas de gestion thermique. Et on le voit, ces véhicules-là qui ont été achetés dans le sud des États-Unis ont eu une dégradation de batterie là, vraiment accélérée. Aussi, si vous preniez une livre puis que dans un voyage là, qui était très long, vous faisiez plusieurs recharges rapides. Donc, ces recharges-là faisaient que ça accumulait de la chaleur et le système de, justement, le BMS, là, le système de contrôle électronique de la batterie, le voyait. Donc, à la deuxième recharge rapide ou si vous aviez même besoin d'une troisième recharge rapide, baissait réellement là, rapidement la vitesse de recharge parce que la chaleur de la batterie, donc pour ne pas aller accumuler de la dégradation, donc lui baissait l'ampérage. Donc les gens qui avaient une livre, ben, qui en ont encore, là, les nouveaux modèles n'ont pas de gestion thermique non plus, le voient là, c'est l'été. Donc, s'ils ont 2 ou 3 recharges rapides à faire, donc c'est sûr qu'ils n'auront pas la vitesse de la première. Et c'est justement, c'est le BMS qui contrôle ça. On va aller voir ici notre tableau. Donc ça, c'est un tableau qui a été fait justement là, par les expériences du professeur Down. Donc vous voyez ici une batterie donc, qui a été rechargée. Donc la petite ligne noire ici là, qui correspond ici, où on avait une utilisation de 100%. Et là, ici, c'est 100%, là, vraiment 100%. Là. C'est pas avec le système de gestion de batterie qui coupe la recharge à 95%, mais on l'a vu tout à l'heure que ça faisait une différence, mais en même temps, autant négative que positive. Oui, c'est sûr que le réel 100% est vraiment pas bon. Donc, même si c'était 95%, c'est pas encore super. Donc, le nombre de cycles, donc on le voit ici, là, va rapidement baisser. Donc, ça veut dire qu'ici, là, la batterie, elle est rendue à peu près juste un peu plus haut que, je vous dirais, aux environs de 78% d'efficacité. Normalement, une batterie, là, on s'entend dans l'industrie qui est rendue à 70%, elle est vraiment plus bonne. Donc là, vous allez me dire, ben, il y a quand même 4500 cycles. Est-ce que je vais avoir mon auto aussi longtemps? Probablement pas. Mais attendez, vous allez voir qu'est-ce que je vais vous dire. Donc, vous avez ensuite ici 100%, 40%. Donc, ça fait une différence, donc la ligne rouge. Donc, je recharge encore ma batterie à 100%, mais je l'utilise moins. Donc, la plage d'utilisation est d'environ 60%. Ici, elle est de 75%. Si je continue, et là, oups, qu'est-ce qui arrive?
C'est que plutôt d'aller dans le 100%, je tiens ma batterie au maximum à 85. Et je vais aller jusqu'à une décharge de 25%. Donc là, vous voyez, donc on part de la ligne rouge qui était ici à la ligne verte. Donc vous voyez que ça fait une énorme différence. Et en tant que tel, on utilise de 85 à 25, donc pratiquement la même chose. Hein, pour pratiquement, c'est la même affaire. Donc 60% de ma batterie ici avec la ligne rouge et avec la ligne verte, mais pourtant la dégradation est beaucoup moindre. Donc pourquoi? Ben, c'est ici là, la différence entre le 100 et le 85 qui semble faire une différence. Et là, on revient avec notre ligne bleue. Donc ici, on retourne encore avec une recharge à 100%, une utilisation jusqu'à 50%. Donc on a 50% de notre batterie qui est utilisée. Et là, on revient plus bas. On a notre ligne bleue. Donc là, on a encore 50% d'utilisé. Donc on fait une utilisation entre le 75 et 25. Et là, vous voyez, notre ligne, elle est ici, là, ce que je vais dire du bleu pâle, là, turquoise, qui est ici. Si vous utilisez votre batterie entre 75 et 45%, donc vous voyez, c'est la ligne qui est mauve ici en haut. Et si vous utilisez votre batterie entre 75 et 65%, vous allez être ici. Donc, en tant que tel, ici, on a 10% d'utilisation. Là, vous allez me dire, ouais, mais j'utiliserai toujours bien pas juste 10% de ma batterie. Ben, je vais vous dire que ça ressemble pas mal à mon utilisation à moi. Chaque jour, je fais environ 60 km là, quand j'ai pas besoin d'aller voir des clients à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, moi, l'été, là, sur mon auto, là, je mets le curseur à 70%. Et aller-retour, bon, ben, j'utilise à peu près même pas 20% de ma batterie pour faire ça là, en plein été. C'est beaucoup moins que ça. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Donc, oui, je ne recharge pas ma batterie pleine, mais en même temps, je n'ai pas besoin de l'utiliser beaucoup. Donc, quand je reviens le soir, je la rebranche, je la ramène encore à 70%, puis je vais repartir le lendemain et je vais utiliser tout le temps la même affaire. Et je suis rendu à 275 000 km à 100%. Donc, quand l'auto était neuve, me donnait 425 km d'autonomie là, selon le manufacturier. Et aujourd'hui, je suis encore capable de faire entre 385 et 390 km là, quand je fais vraiment le balancement des cellules. Donc, petit aparté, parenthèse, si vous ne rechargez pas, et je vous conseille de ne pas le faire, là, vous allez le voir à la fin, votre batterie à 100%, ben, je vous dirais qu'au moins une fois aux 2 mois environ, c'est important de le faire pour faire le balancement de cellules. Vous vous rappelez tout à l'heure, on voyait là, qu'à 100%, le voltage n'était pas le même qu'à 80%. Donc, c'est ce qui est intéressant, ce qui est important de faire. Et là, en même temps, le BMS qui fait le calcul de l'autonomie, donc lui, il va pouvoir balancer puis justement réévaluer votre autonomie. Donc, des gens qui me disent, ouais, mais moi, là, j'aurais pas l'auto assez longtemps. Donc, voici, là, je vous mets, là, moi qui est rendu à 275 000 km, j'évalue que l'auto a été rechargée en environ, on va dire, mettons, entre 2 et 3 000 fois, parce qu'on fait des micro-recharges. Donc, on va dire, mettons, à, tiens, 3 000. Donc, moi, je suis pas mal là, dans la ligne ici, là, qui est entre la mauve et la turquoise. Donc, j'ai un petit peu plus que 90% là, à peu près, mais on va prendre celle-là. Donc, si j'ai un véhicule qui a le même kilométrage, qui a eu le même entretien, et on parle de toutes choses égales. Là, OK? Vous regardez le véhicule, les deux, la couleur vous plaît, le kilométrage est probablement dans les mêmes paramètres, l'entretien est correct. Et là, vous regardez le dernier élément. Donc, vous avez un véhicule qui est ici, qui est un peu plus que 90% de son autonomie originale. Et vous avez un autre véhicule qui, lui, a été rechargé à 100% ou, mettons, oui, 95% avec le BMS, là, ce qui va nous dire, mais que, whoop, ici, votre autonomie maximale tombe à même pas 85%. Vous allez faire quoi? Ben, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, si je mettais le prix, là, le même prix là, pour un véhicule qui me donne un peu plus de 90% de son autonomie versus l'autre qui est entre le 80 et le 85, ben, je vais savoir lequel acheter. Puis c'est sûr qu'on le voit.
Les propriétaires de véhicules électriques qui veulent acheter un véhicule usagé, un véhicule électrique usagé, c'est probablement la première question qu'ils demandent. Donc, peut-être même que moi qui ai un véhicule qui est à un peu plus de 90% de son autonomie, je vais pouvoir demander plus. Hein, elle va avoir une meilleure valeur parce que veut pas, la personne qui va l'acheter va pouvoir faire plus de kilométrage avec ma voiture que versus l'autre qui est entre 80 et 85. OK? Puis aussi, à la fin, dans ma conclusion, vous allez voir, ça, j'en ai parlé un peu avec le professeur Down, puis lui disait que ça devenait une chose importante pour une autre raison. Donc, c'est mes conseils. Je vais faire réapparaître mon visage à l'écran. Donc, je vous le disais, là, j'ai eu le bonheur d'assister à une présentation. Donc, on va aller grossir ça. Donc, j'ai eu le bonheur d'assister à une présentation avec le professeur Don et nous étions, je dirais, peut-être une quarantaine, 40-50 personnes qui étaient là. C'était une conférence virtuelle, mais on pouvait quand même poser des questions. Donc, à la fin. Donc, lui a fait une présentation. Il disait, premièrement, que les batteries vont devenir très importantes parce que, justement, avec la prolifération des véhicules électriques, là, les gens en même temps là, qui nous disent que plus tard Hydro-Québec ne fournira pas parce que tous les véhicules vont demander, c'est que lui, il dit que aussi il va y avoir un marché. Et moi, je suis dans ce marché-là. Donc, les gens qui vont avoir plus tard un véhicule électrique, puis que les batteries vont aller, avant d'aller au recyclage, les batteries vont servir pour des installations solaires. Moi, je suis déjà dans ce marché-là. Donc, imaginez que quelqu'un qui va être autonome, là, j'ai eu un client la semaine passée, là, dans un endroit là, vraiment, il n'y a aucun accès au réseau, puis c'est impossible de lui emmener l'électricité d'Hydro-Québec. Puis en plus, il n'est pas chanceux, le monsieur, c'est qu'à partir du mois de novembre, je vous dirais jusqu'à la fin février, il y a une grosse montagne avant de son chalet. Donc lui, là, le soleil, il perd rapidement parce que le soleil passe trop de bord de la montagne. Donc ça lui prend beaucoup de réserves. Donc ça lui prend une accumulation rapide, puis en plus, ça lui prend beaucoup de réserves parce que sinon, il se ramasse qui part avec la génératrice, puis ça finit là, il brûle du gaz pour avoir du courant. Puis c'est quelqu'un qui vit à son chalet 16 jours par semaine. Donc imaginez que la journée où je vais être capable de lui mettre une batterie lithium, puis que quand même qu'il y aurait 2 heures de soleil dans une journée pendant un certain temps, qu'il y a tellement de réserves qu'il n'y aura pas de problème, ben ça va valoir de l'or. Donc, le coût d'achat, ben, ça va être la même affaire. Moi, je vais arriver, je vais vérifier l'autonomie ou la capacité de la batterie, qu'est-ce qu'elle me donne, puis il va avoir une valeur à cette batterie-là. Donc, le véhicule aussi qui va avoir cette batterie-là va valoir plus cher. Deuxième chose que le professeur Don disait, c'est que les gouvernements n'auront pas le choix à un moment donné de légiférer et d'obliger les manufacturiers de faire la possibilité que le véhicule devienne la réserve. OK? Donc, admettons que vous arrivez le soir, que comme moi, là, souvent ce que je fais, c'est que je recharge, mais pour une petite partie. Donc, je pourrais dire un soir, bon, ben, je l'ai déjà vu là, dans une vidéo d'Hydro-Québec, où on me demande, bon, ben, pouvez-vous nous fournir de l'électricité parce qu'il y a beaucoup de demandes dans votre coin. Moi, mon auto est pratiquement pleine, elle est branchée. Donc, on peut faire du V2G. Donc, en anglais, on dit Vehicle to Grid. Donc, mon auto sert de réserve. Donc, on va chercher de l'électricité dans mon auto pour fournir le voisinage. Puis moi, je suis crédité pour ça. Donc, la chimie des batteries, l'autonomie ou la durée des batteries va devenir extrêmement importante. Parce qu'il ne va pas falloir qu'à cause que je donne de l'énergie, que c'est sûr que si je sais que l'autonomie de ma batterie va baisser rapidement à cause de ça, probablement que je vais dire non, 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 moi je garde de l'énergie pour moi parce que je veux que ma valeur soit bonne. Donc, lui, il dit qu'avec ce qu'il voit, là, ce qui s'en vient, c'est que ça va devenir quelque chose, peut-être dans un avenir rapproché, qui va faire que les véhicules vont servir en tant que tel de backup, hein, de réserve d'énergie. Donc, ça va être important d'avoir des bonnes cellules, des packs de batterie qui durent longtemps, puis qu'en même temps, l'utilisation qu'on en fait soit optimisée pour ça. Donc, et lui il disait aussi que c'est surprenant les batteries. Ce qu'il avait pu constater, c'est que même des batteries, là, ce qu'il a appelé en anglais des crappy cells, là, vraiment, on va dire en bon québécois, là, de la chenoute, qui est utilisé
mettons, presque pleine, là, puis qu'on déchargeait à 25%, avait quand même une bonne autonomie. Donc, imaginez si vous avez des cellules de batterie qui sont vraiment bien faites. On lui a posé aussi la question par rapport aux batteries solides. Et lui, il disait que c'était réellement bon, puis que il disait en tant que tel que tout ce qui pouvait combattre les énergies fossiles allait être merveilleux. Il ne pouvait pas se prononcer vraiment là, quand ça allait vraiment être utilisé là, dans les autos, mais que c'était quelque chose qui était excellent pour lui. On lui a demandé s'il y avait une différence par rapport justement, je vous montrais là, dans la batterie, vous avez soit des cylindres, là, ce qu'on a vu tout à l'heure, là, des petites batteries, on en prend deux ici, là. Donc des batteries comme ça. Euh, ou encore avec une pochette, là, un pouch. Puis il disait qu'il n'y avait pas de différence. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, c'est vrai. On lui a demandé, donc si on utilisait des batteries dans des endroits qui étaient très froids, on lui demandait est-ce que l'effet de laisser une batterie, mettons même jusqu'à moins 40 degrés Celsius, pouvait affecter sa vie. Et il disait que non. Et lui, c'était même le contraire. Les batteries rechargeables, c'est quelque chose que je fais depuis que j'ai vu ça. Lui, il les garde au frigidaire. Donc, il recharge les batteries. C'est batteries 2A, 3A, n'importe quoi. Puis, une fois qu'ils sont rechargés, il les met au frigidaire parce qu'il dit que ça conserve justement les batteries. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. La seule différence, c'est que c'est sûr que dans un pack de batterie, dans une cellule de batterie, vous avez des électrolytes. Et justement, plus la batterie elle est dense, donc la densité d'énergie, l'électrolyte aussi est un peu plus dense. Donc, c'est sûr que ça va geler, donc vous ne pourrez pas utiliser cette batterie-là. Donc, c'est pour ça que ça prend un système de gestion thermique. Les véhicules électriques ont normalement des chauffe-batteries pour justement que la batterie ne gèle pas. L'hiver, on garde l'auto branchée, donc si le véhicule a besoin d'énergie pour aller réchauffer sa batterie, il ne prendra pas l'énergie dans la batterie, il va la prendre directement là, par rapport au réseau électrique. C'est ça, donc je l'ai marqué ici, donc il disait le V2 Grid, là, le Vehicle to Grid, donc brancher le véhicule au réseau va devenir un standard, puis que les gouvernements peuvent légiférer pour ça, peuvent absolument l'obliger. Et là, quelque chose qu'il a dit qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il disait qu'en tant que tel, la vitesse de recharge, elle importe peu. Donc, on l'a vu tout à l'heure, là, le BMS. Donc, il disait, lui, que, puis moi, c'est quelque chose que je voyais toujours, puis que les manufacturiers disent, qu'une recharge rapide va dégrader la batterie plus rapidement qu'une recharge plus lente. Donc, on lui a posé la question, puis lui a dit que non. Donc là, hein, ah oui. Et je veux toujours communiquer avec lui là-dessus là, pour qu'il puisse me l'expliquer. Mais écoutez, je l'ai bien écrit ici. Là. Donc, charge rate slow, but BMS will take care of that. Donc, en tant que tel, si vous étiez même à une recharge rapide, c'est pour ça aussi qu'on voit des fois les gens arrivent à une recharge rapide. Et comment ça se fait que j'ai juste, mettons, 42 kW, je suis branché sur une borne de 100 kW, ma batterie est à tant de pourcentage. Ben, c'est parce que le BMS, quelque part, il protège la batterie. Donc, il disait que ça, en tant que tel, la vitesse de recharge, elle n'importait pas beaucoup. Et là, moi, je lui ai pu lui poser ma question. Donc, je lui ai dit, parce que j'avais déjà vu une publication de Elon Musk qui disait que même à 90%, il n'y avait aucun problème à recharger une batterie. Alors que lui disait d'essayer de ne pas dépasser 70% ou au maximum 80%. Donc, je lui ai redemandé ma question. Puis lui, il a dit, oui, c'est encore probablement ce qui est le plus important, peu importe les batteries. Il y a quelqu'un après moi, là, une fois que j'ai eu posé ma question, qui lui a parlé des nouvelles batteries Tesla lithium fer phosphate, et que Tesla disait que là, il n'y aurait pas de problème à recharger à 100% tout le temps. Et lui disait que c'était moins dommageable, mais qu'il voyait quand même un certain dommage. Donc, même si c'est des excellentes batteries, et que oui, probablement que si vous rechargez à 100% plus souvent qu'on le fait pour les batteries actuelles, ça va être moins dommageable. Il voyait quand même là, une certaine partie de dommages là-dedans. Donc, j'espère avoir répondu à vos questions. Et ne vous gênez pas si vous en avez d'autres.
Vous pouvez toujours me demander si je suis capable de répondre, je vais vous répondre. Puis comme je vous ai dit, si ça dépasse mes connaissances, je vais vous référer au courriel de Jeff Down. Donc bonjour et à la prochaine.